tous. Nicolas Chenaval, je travaille au groupe Mammalogie Breton sur la partie Loire-Atlantique. J'espère, après avoir refait le monde hier soir un petit peu tous ensemble, j'avais envie de vous parler pour finir de la digestion de tous ces fabuleux breuvages qu'on a eu hier soir, Guinness et autres hydromels à délecter. J'avais envie de vous présenter quelque chose d'assez concret qu'on fait au GMB en partenariat avec le département de Loire-Atlantique sur la prise en compte des chiroptères au sein des ouvrages d'art du service départemental de Loire-Atlantique. Bon, je vais bien vous apprendre avec cette diapo, mais pour vous rappeler en fait que globalement les ouvrages d'art sont favorables aux chauves-souris tout au long de l'année. En hiver, elles peuvent s'en servir, y compris pour hiberner. C'est notamment le cas encore plus par chez nous, notamment en période de coups de froid, où quand on a vraiment des grosses gelées nocturnes, on a pas mal d'espèces plutôt arboricoles qui vont même descendre sous les ponts. Et sur des gros coups de froid, on peut arriver à plusieurs dizaines d'individus sous des petits ponts de plusieurs espèces différentes. On a également une fréquentation des chauves-souris sous les ouvrages d'art sur la période estivale, avec chez nous majoritairement un enjeu sur le murin d'Aubenton qui va faire des colonies de parfois quelques dizaines d'individus sous les petits ouvrages d'art. Et puis de toute façon, les chauves-souris, par chez nous en tous les cas, utilisent les ponts un petit peu toute l'année, et puis y avoir des individus isolés tout au long de l'année, en phase printemps comme en phase automnale également. Donc en fait, au groupe Mammalogie Breton, on a développé un partenariat avec le service ouvrage d'art du département de Loire-Atlantique depuis 2011 maintenant. Chose à noter particulière, c'est qu'on a démarré le partenariat avec le département de Loire-Atlantique, avec le service ouvrage d'art, et même pas avec le service ENS, espace naturel sensible, etc. Et c'est pour le coup les ouvragistes, les personnes des ouvrages d'art qui sont venus nous chercher, parce qu'ils se posaient des questions et ils avaient envie de mieux prendre en compte justement cet enjeu. C'est quand même à souligner, et ce n'est pas le cas dans tous les départements. Donc l'objectif était donc commun de prendre en compte la présence des chauves-souris et d'essayer de les préserver au moment notamment de la rénovation des ouvrages d'art, puisqu'il y a quand même de l'entretien plus ou moins régulier sur la plupart de ces édifices patrimoniaux. Les ouvrages d'art peuvent avoir parfois plus d'un siècle, voire deux. Je pense à tous les ouvrages maçonnés et les ouvrages aussi à galop qui ont été faits parfois il y a plus d'un siècle et qui sont encore là et qui devraient durer encore quelques siècles si tout va bien. Ça représente un enjeu important quand même pour les chauves-souris dans un contexte comme le département de Loire-Atlantique. Avec des milliers de ponts, on a potentiellement et vraisemblablement plusieurs milliers d'individus qui peuvent être hébergés sous les ouvrages d'art. Ça reste considérable. Du coup, le partenariat avec le département tourne autour de deux grands aspects globalement. Il y a l'expertise chiroptérologique, dont je vais vous parler un peu plus en détail après. Et on a également développé désormais aussi un accompagnement sur le volet franchissement pour les mammifères semi-aquatiques, en essayant de mieux prendre en compte et d'hierarchiser les ouvrages qui étaient les plus problématiques pour le franchissement de la faune. Et on a désormais engagé, après avoir hiérarchisé l'ensemble des ouvrages, là, il y a une vingtaine de passages à faune qui sont réalisés sur les routes départementales tous les ans en Loire-Atlantique. C'est un vrai objectif politique pour eux. Et en fin de présentation, je vous ferai un petit topo sur... on a fait un diagnostic de l'ensemble des ouvrages d'art qui sont sur les routes départementales. Donc au total, 740 ouvrages, où on a fait à la fois une hiérarchisation d'un diagnostic chiro, du coup, les enjeux chauves-souris, et aussi du coup franchissement pour les mammifères semi-aquatiques. Mais ça, je n'y reviendrai pas. On n'est pas là pour parler de la lutte. Donc le contenu des expertises chiroptérologiques, il a commencé avant tout, à partir de 2011, en réalisant des diagnostics dans un premier temps en hiver, puis dans un second temps en été également, avant que le service n'entreprenne les travaux en question de rénovation. Si vous voulez, en année N-1, le département nous fournit une liste de travaux qu'ils envisagent de restaurer, sur lesquels ils ont des travaux l'année suivante. Et nous, du coup, on a les 6 mois suivants pour aller les diagnostiquer avant qu'eux interviennent, etc. On passe en main, clairement. Du coup, on peut être amené aussi à réaliser des suivis des travaux et les accompagner sur les cas les plus problématiques, voire éventuellement du sauvetage de chiroptères. C'est arrivé. Et ensuite, on a également, ce qui est intéressant du coup, pour essayer de voir à quel point c'est pertinent
ce qu'on a mis en place comme partenariat avec eux, on réalise un suivi de la recolonisation des ouvrages. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas au diagnostic initial, on va suivre les ouvrages d'art plusieurs années à N+1, N+2 et N+5 pour voir comment les individus retournent et continuent finalement à fréquenter l'ouvrage. On a donc, comme je vous le disais, en année N-1, une analyse des travaux sur tous les ouvrages qui vont être restaurés. En général, ils en ont entre c'est ça, une dizaine et 25 par an sur lesquels ils vont réaliser des travaux. Ensuite, on va réaliser une expertise sur les ponts soumis à des travaux susceptibles d'impacter les chiroptères. Là, déjà, on en a enlevé quelques-uns des ouvrages globalement, parce qu'en fait, souvent dans la liste, ils nous envoient des ouvrages. Clairement, quand on arrive sur l'ouvrage, il n'y a pas forcément de gros enjeux chiroptères. Et du coup, pour tous les ouvrages qui vont être favorables, on constate au moment du diagnostic hivernal, ces ouvrages vont faire l'objet de préconisations au sein d'un rapport qui va être diffusé au service ouvrages. Tous ceux sur lesquels il y a des ouvrages, de toute façon, il n'y aura pas de travaux engagés et préconisés avant le diagnostic estival, parce qu'il y a plein d'ouvrages en fait, où on ne voit pas forcément de choses souvent en hiver, mais par contre, il peut y avoir des individus en été, notamment les murins de Menton par exemple. Donc c'est important de toute façon de refaire un diagnostic avant l'intervention, quelle qu'elle soit. Donc ensuite, on arrive sur l'inventaire estival, on va faire le diagnostic au courant du mois de juin globalement s'il y a des individus dans l'ouvrage. S'il y a une nouveau présence d'individus, les travaux ne devront pas démarrer avant, les préconisations c'est avant août-septembre, pour dans tous les cas, si colonie va-et-vient, notamment laisser le temps aux jeunes d'avoir la possibilité de l'envol. Ça tombe bien parce que globalement, en fait, leurs travaux, souvent, quand ils ont, notamment sur les gros travaux, ils ont besoin de faire des mises en assec pour pouvoir travailler sous l'ouvrage. De toute manière, cette période-là leur convient bien, c'est la même pratique pour faire des mises en assec. Et donc, on réalise des préconisations qui vont prendre en compte les chauves-souris pendant les travaux. C'est un peu bateau. Si les travaux sont réalisés alors qu'il y a des chauves-souris dans le pont, à éviter autant que faire se peut et au maximum, mais ça peut arriver, c'est arrivé dans le principe. Du coup, on marque en fait toutes les fissures globalement sur lesquelles ils vont avoir des ouvrages sur lesquels ils vont avoir des travaux, les fissures favorables dans lesquelles on a vu les chauves-souris et que les apparaissent les plus favorables au chiro, on va les marquer, les fissures en fait, et on va essayer de conserver le maximum de fissures favorables. En fait, c'est une négociation aussi avec eux finalement. Eux, ils ont besoin d'entretenir l'ouvrage et le fait d'avoir le moins de fissures possible pour pas que le pont s'effondre à terme, avec les poids, etc. Des véhicules qui passent de plus en plus. Et donc, nous, on va essayer de faire maintenir et de conserver le maximum de fissures qui nous apparaissent les plus favorables à l'ouvrage et qui finalement aussi mettent potentiellement le moins en péril l'édifice en tant que tel. Par exemple, les fissures centrales au sein d'un ouvrage sont moins dangereuses en absolu pour l'ouvrage que les fissures en extrémité des ouvrages, où là, sur les fractures de bandeaux, ils appellent ça c'est les plus dangereuses et c'est celles qu'ils aiment le moins voir, les ouvragistes. On arrive quand même à négocier comme ça. Et donc, dans le cas en tout cas avec des chauves-souris présentes très régulièrement sur l'ouvrage, on va intervenir la veille du démarrage des travaux, en passant à la veille au soir, à la tombée de la nuit, pour vérifier à la nuit tombée que les chauves-souris, on se projette au mois d'août-septembre, ça vole, les jeunes s'envolent à la tombée de la nuit, et en fait, une fois les chauves-souris sorties, on va potentiellement boucher les fissures, en vérifiant qu'il n'y a plus d'individus dedans, on va boucher les fissures avec du papier journal, pour être sûr que le lendemain, quand ils engagent les travaux, les chantiers en gros, on n'a plus de chauves-souris dedans. Charge à eux, après ceux qui enlèvent les papiers journaux, etc. Et ça marche plutôt bien comme ça. En fait, dans la plupart des cas, on a été amené à faire ça sur des ouvrages où on soupçonnait qu'il pouvait y avoir des chauves-souris le jour des travaux. Et en fin de compte, la plupart des retours, c'est qu'on a bouché des fissures dans lesquelles il n'y avait pas de chauves-souris finalement au moment des travaux. Jusqu'ici, on n'a pas eu de cas particulièrement dangereux pour les chiroptères, pour le secteur. Donc les ouvrages qui ont bénéficié de travaux ont donc été visités 2 fois, une fois en hiver et une fois en été. Ils font l'objet de rapports de préconisation pour les ouvrages qui sont distribués dans les différents services, les différentes unités. Ce qui est intéressant du coup, c'est que c'est ça, on fait un suivi ensuite sur 5 ans, en tout cas N+1, +2 et +5, ce qui nous permet vraiment d'évaluer l'intérêt du partenariat qu'on a mis en place et son efficacité. Et une chose importante à souligner également, c'est qu'en fait on communique pas mal depuis 10 ans. Une fois par an, globalement, on fait une intervention pour les ouvragistes du département et tous les techniciens, les agents qui sont en charge des infrastructures ouvrages d'art. Donc en fait, ils commencent à bien nous connaître au GNB
Et c'est même eux maintenant qui arrivent à nous trouver des chauves-souris parfois et qui sont vraiment intéressés à la dynamique. J'en viens, si j'ai encore le temps, j'ai l'impression, au bilan du diagnostic qu'on a réalisé sur l'ensemble des ouvrages d'art du département, ce qui représente environ 750 ouvrages qui ont été diagnostiqués là, en 2 années. On avait fait une catégorisation relativement simple pour noter chacun des ouvrages en 4 notes, allant d'un potentiel nul, équivalent à la note 0, jusqu'à un potentiel important. La note 2 notamment, en fait, on se retrouve déjà sur des ouvrages avec des fissures hyper favorables, et on se dit qu'il peut y avoir des chauves-souris, on n'en a jamais vu au moment de nos passages. Et la note 3, ce sont des ponts sur lesquels il y a déjà eu identifié des chauves-souris vues dans le pont. Les résultats de tout ça, sur ces 747 ouvrages environ, c'est qu'on se retrouve à avoir, comme vous le voyez, plus d'une centaine d'ouvrages avec déjà des chauves-souris déjà vues dans ces ouvrages-là. Et on a plus de 200 ouvrages également avec un potentiel très important. On n'a jamais vu de chiroptère, mais clairement on en a à des moments de l'année, on ne passe pas tous les jours de l'année. Ce qui est intéressant comme chiffre, c'est ça, il y a en tout cas 45% des ouvrages, là, sur les 740, on en a environ presque 350 qui sont favorables pour les chiroptères. Ce qui est relativement intéressant comme patrimoine d'ouvrages d'art, et je suis assez curieux de savoir comment ça se passe dans d'autres départements, d'autres régions. Si vous avez un tel potentiel d'ouvrage d'art favorable, autant des fissures à ce point-là, autant de points d'alleux, etc. Parce que du coup, nos ouvrages les plus favorables sont des ponts maçonnés, qui ont été construits, comme je vous le dis, il y a plus de 50 ans avant-guerre, souvent, ponts maçonnés, et les plus favorables de tous, ce sont ceux qui sont ce qu'on appelle les ponts à dalleux, avec des grandes dalles de schiste en fait, qui font les plafonds des ouvrages. Ceux-là sont très favorables et pas mal d'amplitude. Donc 350 ouvrages environ très favorables. A l'inverse, les ponts les moins favorables et diagnostiqués, ce sont souvent les plus récents, constitués de ponts béton, qui peuvent avoir néanmoins leur intérêt. Les ponts béton, il y a des corniches, il y a des interstices qui peuvent être chouettes, il faut toujours être vigilant. Et les bus métalliques. Donc ça, c'est une carte qui nous permet d'avoir un aperçu un petit peu du résultat et de la répartition des ouvrages favorables à l'échelle du département. En fait, globalement, il y en a partout, il y en a un petit peu moins sur la moitié ouest, mais les anciens, de toute manière, ils avaient la même technique pour faire les ouvrages d'art, que ce soit à l'ouest du département ou à l'est. Donc on a de l'enjeu sur tous les secteurs du département. À partir de cette carte, et fort de cette carte, on a proposé au département de rentrer dans la dynamique. En fait, ils sont rentrés dans la dynamique depuis 2017. On avait déjà classé une quarantaine de ponts en refuge pour les chauves-souris. Les ponts qu'on connaissait déjà à l'époque. Étant donné ce diagnostic mis en évidence, en fait, on est parti sur le principe, les référents, les agents avec qui on travaille avec service ouvrage d'art et les élus, on a réussi à convaincre les élus d'engager le label refuge pour les chauves-souris sur les 350 ouvrages en question. Donc on se retrouve aujourd'hui avec 350 ponts sur lesquels on a une petite plaquette d'affichés sur les deux côtés du pont, qui permet de sensibiliser et les personnes qui vont travailler sur l'ouvrage, et les randonneurs, les pêcheurs, tous les usagers en fait, qui sont susceptibles de passer autour des ponts. Donc ça, la communication là-dessus. Je vous passe les différentes consignes d'entretien, mais on a repris la convention refuge pour les chauves-souris, on l'a adapté spécifiquement aux ouvrages là. Donc voilà ce que ça représente du coup les refuges chauves-souris sur les ouvrages d'art à l'échelle du département. Il y a un truc sur l'agglo nantaise, c'est normal, c'est parce que ça appartient plus au département, c'est géré par Nantes Métropole. Mais on a engagé le même diagnostic en fait sur tous les ponts qui sont gérés par Nantes Métropole, mais bientôt on aura une carte archi complète tenant compte de l'agglo nantaise, où il y a aussi des petits enjeux quand même. Donc dans les plans et perspectives, on est de plus en plus sollicités, en tout cas ils sont venus nous chercher aussi pour l'intégration, en tout cas, et la prise en compte des chiroptères dans les ouvrages neufs. Donc c'est ça l'objectif, c'est aussi de travailler là-dessus, d'essayer de les accompagner sur les quelques ouvrages neufs qui vont sortir dans les prochaines années, sachant qu'on est dans un département qui vante et prône le ZAN, le zéro artificialisation net, ce qui n'empêche qu'il y a encore des routes qui arrivent et des nouveaux ponts. Toujours est-il que du coup, l'idée sur l'accompagnement des ouvrages neufs, c'est d'essayer au maximum, en tout cas ce qu'on préconise, c'est une intégration nichoire dans la masse de l'ouvrage, ou alors de laisser techniquement de laisser des interstices et des écarts entre les différents éléments cadres de l'ouvrage assez profonds, au moins 10 cm, pour laisser de la place aux chiroptères pouvant s'engouffrer là-dedans. Il y a quelques illustrations ci-dessous. Une autre perspective, c'est de rendre au gré des opportunités les ouvrages qui étaient notés en défavorables ou très peu favorables, de les améliorer. C'est au gré des opportunités, mais on a essayé pas mal de choses. On a rouvert des culées de pont, par exemple, pour laisser rentrer des chauves-souris, on le voit sur une des photos.
On a installé des briques creuses sur des ouvrages qui étaient plats, sans aucun intérêt, pour voir comment ça réagissait. C'est pas si mal, c'est bien fait. On a même installé des briques creuses sur des buses métalliques. Et des buses métalliques, parfois, ils ont besoin de refaire du chemisage béton, parce que ça s'est corrodé, par exemple, les buses métalliques. Quand ils font du chemisage béton, en fait, on leur a fait intégrer des briques creuses au sein de ce chemisage béton, ce qui fait que c'est pareil, il y a des curotières, il y a des ponts sur lesquels ça a fonctionné. Voilà. Tout ça, ça ne se serait pas passé sans le service ouvrage d'art avec le département. Il est relativement pionnier dans la matière, 350 refuges pour les chauves-souris. C'est un partenariat durable et de confiance, et la chance qu'on a, c'est de l'humain aussi, tout ça. Il y avait quelqu'un en face, le directeur du service des ouvrages d'art, depuis le début, qui a été branché pour mettre un peu de vie finalement dans le projet d'infrastructure. Et donc voilà, c'est quelque chose qui marche bien. Et j'espère vous avoir donné envie d'essayer d'aller voir des services ouvrages d'art si vous n'avez pas encore trop de contact avec eux pour essayer de développer la même chose. Je suis disposé en tout cas à vous filer un coup de main et vous aider si demain vous avez la possibilité de créer des conventions avec des services ouvrages d'art pour prendre en compte. Merci beaucoup pour votre attention. Bonjour, Henri, L230 et Claude Biaggi. Merci pour cette présentation et merci d'être disponible et d'avoir mis ton mail. Je voulais savoir, dans le cadre de la formation que tu fais pour les ouvragistes, est-ce que les ouvrages d'art, vous avez pu tous les visiter, mais ils sont aussi visités par les ouvragistes régulièrement, par les services d'entretien, et est-ce que vous avez développé des documents, des fiches pratiques vers ces personnels-là pour qu'ils puissent repérer les choses, faire des suivis pour remonter de l'information? C'est bien l'objectif des formations, en effet, c'est de les faire penser, tilter, chauve-souris, enjeux de biologie. Parce que là, on parle de chauve-souris, mais il y a des nids aussi sous les ponts d'oiseaux, les galaxies, il y a pas mal de choses. Non, on reste au volet analogique, mais c'est bien l'idée de les former et qui s'approprient un petit peu la chose. Et d'ailleurs, c'est un petit peu gagné, il y a certains agents qui nous renvoient les retours. Et pour répondre à l'autre partie de ta question, en effet, du coup, le diagnostic chauve-souris, comme mammifère semi-aquatique d'ailleurs, ils ont créé, et ça a été créé, développé en interne dans leur base de données de suivi des ouvrages d'art et de l'état de leurs ouvrages d'art, des colonnes liées aux enjeux de guide, franchissement mammifères semi-aquatiques et chiro. Donc ça fait partie des cases qu'ils vont cocher quand ils font leurs inspections triennales. Parce qu'en fait, c'est protocolé tous les 3 ans, en tout cas, ils doivent passer sur les ouvrages et faire un diagnostic complet de leur état. Ils vont aussi penser et tilter ça, en fait, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et voilà. Ici, tour de nature. Est-ce que vous intervenez uniquement sur les ouvrages d'art avec des ouvertures donc, de plus de 2 mètres, ou est-ce que vous intervenez également sur les aqueducs, donc les petits ouvrages? On intervient, en fait, le département du coup, est gestionnaire en effet des ouvrages d'art avec une longueur supérieure à 2 mètres. Tous les petits ouvrages, plus petits que ça, sont un peu oubliés de la matrice. Ils ont été délégués, en fait, ils ont été renvoyés aux communes, ou interco aux communes, qui n'ont pas les moyens de les gérer concrètement. Ils ne savent pas faire, en plus, les agents communaux, ils ne sont pas formés pour entretenir les petits ouvrages comme ça. Donc ils font parfois des bêtises. Et donc ceux-là, ils sont passés sous le radar. Et honnêtement, il n'y a pas d'interlocuteur à grande échelle pour bosser sur ceux-là, qui sont parfois les plus intéressants. En plus, les plus petits ouvrages peuvent être les meilleurs. En Picardie, en tout cas, nous, c'est ce qu'on constate. Hein. On travaille avec le département de l'Aisne. Et sur les ouvrages gérés par le département, on a finalement assez peu d'enjeux. Les enjeux les plus forts sont vraiment concentrés sur les aqueducs. Et on a des difficultés, en effet, pour rencontrer les gestionnaires de ces sites-là. Nous, c'est plus équilibré, il y a des enjeux des deux côtés, sur les petits comme les ouvrages gérés par le département, un peu plus gros là. Et ça pourrait être une belle perspective, parce qu'on a de la donnée, c'est pas mal de ponts qui sont occupés inférieurs à 2 mètres, mais il y a du boulot, parce qu'en fait, il faut aller voir chaque commune par une. Il y a de la sensibilisation à faire dans toutes les communes. Sébastien Rouet, j'avais juste une question. Vous avez réussi à conserver tous les gîtes à chauve-souris à l'intérieur des ponts, c'est-à-dire que vous n'avez jamais détruit et jamais fait de dossier de demande de dérogation pour destruction d'habitat d'espèces? On s'est toujours gardé la possibilité d'en faire des dossiers de demande de dérogation, mais jusqu'ici on n'a jamais eu besoin, parce qu'en fait, les ouvrages sur lesquels ils sont intervenus avec des enjeux de restauration importants, sur lesquels il y avait des colonies ou au moins des individus observés régulièrement, on a fait maintenir à chaque fois ces fissures-là. En fait, finalement, au moment de faire un check sur le besoin de rénover l'ouvrage, il y a toujours un moyen de garder finalement ces parties-là d'ouvrage. Il y a de la bonne volonté clairement au service ouvrage d'art en question. Vicky Guillouis de Picardie Nature.
Je voulais juste faire une remarque par rapport à la difficulté que tu évoquais de sensibiliser toutes les communes sur ces enjeux. En Hauts-de-France, on vient de sortir un livret qui est destiné aux élus et professionnels des intercommunalités et des collectivités territoriales, donc qui recense tous les enjeux sur lesquels où il peut y avoir des enjeux qui vont plutôt toutes les actions, aussi bien en bâti qu'en radar, la sensibilisation, connectivité des paysagères, pardon. Et du coup, ça va être une approche peut-être moins directe, parce que ça ne va pas décrocher le téléphone pour appeler toutes les communes de Paris. Mais là, on a pour objectif, par exemple, de diffuser à toutes les communes et d'essayer d'aller les voir quand c'est possible dans les intercommunalités. Donc ça pourrait éventuellement être quelque chose de faisable. On est en train de travailler pour le décliner dans chaque région, ce livret. Et ça pourrait être une chose. Ok, super. Je pense que ça sert vraiment à ça, et en de Bourges, en plus, à se donner de bonnes idées les uns les autres. En fait, il y a un vrai truc à faire en effet vis-à-vis des communes. Et merci pour ces bons conseils là-dessus. Ça donne des idées. Merci. Pour Altérico, on a une convention avec le Conseil départemental du Cantal de 1992. Le Cantal est un département très pauvre et les communes n'ont effectivement pas de moyens. Et le Conseil départemental a mis au point ce qui doit exister dans plein d'autres départements, une agence qui vient aider dans l'ingénierie, dans la conception, et donc ça s'appelle Cantal Ingénierie et Territoire là-bas. Et les communes qui sont adhérentes ou qui sont assez modiques proportionnelles à leur population et à leurs ressources font appel à cette agence qui est au sein du conseil départemental, mais pas au sein du service des routes. Donc il a fallu un petit moment qu'on raccroche le truc, mais maintenant on est informé par l'agence en question des projets des communes de rénovation des ouvrages dont vous parlez, qui effectivement présentent pas beaucoup plus d'intérêt, mais souvent de l'intérêt en parallèle des gros ouvrages sur les routes départementales, des réseaux principaux. Il faut faire vraiment attention d'aller voir dans vos départements s'il n'y a pas une petite agence qui travaille auprès des communes et qui peut faire remonter ces choses. Bonjour, Aurélie Stetzel de Champagne-Ardenne. Un autre interlocuteur aussi qui peut être moteur, c'est les DDT. Nous, en région, on a deux DDT qui, quand elles lisent les dossiers voient sur l'eau, vérifient s'il y a eu des diagnostics faune protégés. Et du coup, ça oblige les maîtres d'ouvrage à aller vers les structures qui font les diagnostics. Donc, voilà, les DDT, ça peut aussi être une porte d'entrée. Oui, c'est très bien. C'est pour la DDT. En fait, dans l'histoire, la DDT est pas mal au courant depuis le début de ce partenariat, de ce fonctionnement entre le département et l'Asso de protection de la nature. Et force est de constater que pour l'instant, on n'a pas eu besoin encore d'en faire des demandes de dossiers parce qu'on arrive toujours à finalement éviter. Mais toujours est-il qu'en tout cas, on a une DDT qui est assez vigilante à ça aussi en Loire-Atlantique. Et le jour où il y a besoin, on a de toute manière besoin de faire recours à ça.